Voilà, la première, c'est le 2 septembre, j'enlève le haut. Le 4 septembre, j'enlève le bas. Alors moi, je m'en souviens. Hein, Elle est belle, hein, quand même. Magnifique. On était tous comme des malades. Et le 4 septembre, voilà ce qu'on voit. Donc, l'afficheur qui tient ses promesses. Voilà. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Yuma Moudra. Bonsoir. Alors, Yuma Moudra, durant l'été 1981, la France découvre une campagne de publicité sans précédent. Regardez. Voilà, le 2 septembre, j'enlève le haut. Ensuite, le 4 septembre, j'enlève le bas. Et enfin, l'afficheur qui tient ses promesses. Voilà. Alors, pour vous, Yuma, qui vous appelez Myriam à l'époque, c'est un saut vertigineux dans la célébrité instantanée. En quelques heures, des propositions en tout genre se bousculent, mais vous vous en moquez. Vous continuez à vivre votre passion pour le bouddhisme. Vous préférez la spiritualité à la célébrité. Et 30 ans après, force est de constater que c'était le bon choix. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Yuma Moudra, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née à Paris le 8 décembre 1961 sous le nom de Myriam Szabo. Oui. Votre père, sculpteur hongrois, bohème et utopiste. Oui. Oui. Et votre mère, à 17 ans, la plus jolie fille de Montparnasse. Oui, ma mère était très jeune et elle venait de subir une déception amoureuse et mon père l'a draguée voilà. Dans le cimetière Montparnasse. Et voilà. Alors, quand vous naissez, la famille de votre mère arrange un mariage avec un GI américain. Les premières années de votre vie se passent aux États-Unis, mais en arrivant là-bas, le mariage tarde à venir. Votre mère se retrouve réceptionniste à l'hôtel Sheraton, et vous, vous êtes laissé, vous vivez avec une vieille prostituée qui elle-même vit avec son père paralytique. On dit une vieille prostituée, mais en fait, c'était une femme extraordinaire. Elle m'éduquait bien. Ouais. Alors, malgré tout, vous êtes scolarisé dans une école catholique où vous découvrez la musique, le cinéma, la danse. Vous avez cette passion pour la danse parce que quand votre mère se dispute avec son GI, vous dansez tout le temps, quoi. Vous répondez à ça par une danse permanente. Disons que je dansais sans arrêt, et c'est quelque chose que je fais encore, je me retiens quand même. Hein. Ah oui. Donc oui, pourriez danser, là. J'ai un peu tendance dans la rue, n'importe où, à danser. Et donc quand j'étais enfant, je dansais partout dans les escaliers, dans les supermarchés. Oui. Alors en 1969, c'est le retour en France. Là, vous allez apprendre la danse au cours d'Irina Grebina, grande chorégraphe russe. Oui, une femme merveilleuse. Là, vous devenez une espèce d'enfant prodige qui cumule la danse et les études, parce que vous êtes brillante aussi dans vos études. Mais à 14 ans, vous craquez et vous tombez amoureuse d'un Maori qui joue de la guitare dans le métro. Oui, je suis partie avec lui. Voilà. Vous aviez 14 ans. Il faut dire quand même, à 14 ans, j'avais l'air d'avoir 18. Oui, d'accord. Oui. Donc c'est un mec qui slalome entre la peinture, la guitare, la prison et l'héroïne. Oui. Alors vous amourachez de lui. Oui. Vous disputez avec votre mère. Oui. Et vous retrouvez à la rue. Oui, avec ma lui. mère était fâchée, elle m'a dit, elle m'a mis à la porte, mais elle le dit elle-même, elle pensait pas que je partirais pour toujours. Ouais. Ouais. Alors là, vous faites la manche pour payer la chambre d'hôtel miteuse où vous vivez avec votre amant. Et lui, il fait des cambriolages assez minables chez des gens qui vous invitent gentiment chez eux, en fait. Ça arrive aussi, oui. Ouais. Quand j'avais 14 ans, on était quand même encore assez, je dirais, assez sains. Et puis petit à petit, la situation s'est détériorée de plus en plus. Ouais. Surtout, il devient machiavélique. Il vous demande de ramener de jeunes vierges à la maison. Ça vous choque? À présent, non. À l'époque, moi, j'étais pas du tout, je sais pas, j'étais pas formatée. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Je n'avais pas les concepts que les gens ont d'habitude. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse avec cette personne. C'est qu'en sa présence, tous mes concepts sont tombés. Ouais. Et j'ai aimé ça. Mais je voulais qu'il m'aime et il me maltraitait. Donc voilà. Ah oui, humiliation, menace, coups. Ouais. Et en fait, petit à petit, de plus en plus horrible. Il se transforme en bourreau. Oui, c'est devenu un vrai cauchemar. C'est l'époque des squats et de la dope. J'ai pris les drogues, mais automatiquement, je m'arrêtais. Mais je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça. Oui. Alors là, vous inventez une combine assez rigolote. Vous volez des livres dans le magasin
10 boulevard Saint-Michel, Giberjeune, et vous les revendez au même magasin. Heureusement que j'ai mis un masque aujourd'hui. Et là, vous tombez sur un livre qui va changer votre vie. Ça s'appelle « Au-delà du matérialisme spirituel » de Chogyam Trungpa, et vous devenez bouddhiste. Quand j'étais enfant et que je dansais, j'étais tout à fait certaine que je cherchais quelque chose. Donc j'étais née pour trouver quelque chose. Et quand j'ai ouvert ce livre, c'était automatiquement, c'est ça. C'est comme si vous voyiez une photo de votre maman, vous savez que c'est elle. Voilà, donc dès que j'ai vu ce livre, je devais avoir 16 ans. Je savais que c'était ça et je savais que je devais changer de vie. Cette spiritualité naissante va vous aider à échapper aux griffes de votre bourreau. Et à 17 ans, donc, vous reprenez votre vie en main. Dans les mois suivants, vous dévorez tous les livres que vous trouvez sur le bouddhisme. Mais comme vous devez trouver aussi une activité lucrative, ce sera le mannequinat. Et tout le monde m'a dit que tu n'y arriveras jamais. Voilà. Vous y êtes très bien arrivé. En septembre 1980, vous êtes engagé dans une agence assez célèbre, qui s'appelle Mademoiselle, qui était la filiale de Prestige. Et là, effectivement, vous découvrez le monde du mannequinat avec des espèces de soirées rencontres qui sont organisées par les agences pour que les mannequins rencontrent au moins des photographes et sans doute des dragueurs. Comme je n'étais pas dupe, on ne m'a jamais harcelée. On m'a juste, de temps en temps, demandé si je voulais pas un peu changer d'avis. Mais effectivement, il y avait une espèce de marché, comme ça, une espèce de marché noir, où les fêtes commençaient d'une façon assez normale et probablement devaient finir d'une autre façon. Mais moi, je partais toujours avant. Vous partez toujours avant que ça devienne orgiaque. J'ai horreur des fêtes comme ça. Je n'aimais pas les discothèques non plus. En tous les cas, c'est comme ça que vous avez rencontré Jean-François Jonvel, célèbre photographe de l'époque. Alors, ça commence fort, vous faites des photos dans Elle. Je faisais surtout de la pub. Mais vous êtes désolé par l'absurdité du milieu de la publicité. Pour moi, c'était vraiment un travail alimentaire. Et donc j'avais trouvé un système qui était quand même merveilleux, c'est que je pouvais travailler 2-3 mois et arrêter 2-3 mois, je partais en retraite pour étudier le bouddhisme. Alors vous décidez un jour de quitter Jonvel, vous lui dites écoute, je veux plus te voir parce que tu as une mauvaise influence sur moi. Oui, mais j'étais un peu, je crois que j'étais gentille, ingénue, mais en même temps j'étais un peu arrogante. Et donc je crois qu'à l'époque, quand je lui ai dit ça, ça l'a vraiment vexé. Je pense maintenant qu'il devait avoir 40 ans, j'en avais 18. Donc évidemment, je lui ai dit, ton genre de vie, tu pratiques beaucoup trop de choses qui sont à l'encontre de l'éthique que moi je veux développer dans la mienne, donc il faut que j'arrête de te fréquenter. Et je l'ai fait. Et après, il m'a fait la gueule. Et voilà. Alors, au printemps 1981, vous avez 19 ans, vous faites un casting pour l'agence CLM. C'est une campagne pour l'afficheur Avenir. Vous voyez surtout les 10 000 francs que ça peut vous rapporter pour financer votre prochaine retraite, en fait. Oui, j'avais un projet, c'était de passer 2 mois dans les montagnes et il fallait que je paye mon loyer à Paris pour cela. Le problème de cette affiche, c'est que le photographe, c'est Jonvel, que vous venez de quitter. Alors, il n'est pas très chaud, évidemment, pour vous engager. Il y a 2 rivales qui sont devant vous, mais la chance que vous avez, d'une certaine façon, c'est que l'une, son père refuse, et l'autre, c'est son petit ami qui refuse. Donc ils ont été obligés de me prendre. Voilà. Alors là, vous signez un contrat sans même le lire. Oui, je ne suis pas très douée. Enfin, maintenant, si. Mais à l'époque, je n'étais pas très douée pour lire les contrats. Et vous partez aux Bahamas, vous faites 48 heures de bronzage intégral, et puis les photos commencent. Et c'était marrant, parce que pendant que je bronzais, c'était interdit de faire le bronzage intégral. Et donc, Joël Lebert et Jean-François Jovel, ils regardaient s'il n'y avait pas de policiers. Et moi, je faisais ça. Alors voilà, en fait, vous comprendrez plus tard, vous avez été un petit peu arnaqué dans cette campagne, parce que finalement, vous n'avez pas touché autant que ce qu'elle a rapporté aux gens qui l'ont faite. C'est certain, La campagne sort, alors, voilà, la première, c'est le 2 septembre, j'enlève le haut. Le 4 septembre, j'enlève le bas. Alors moi, je m'en souviens. Elle est belle, quand même. Magnifique. On était tous comme des malades. Et le 4 septembre, voilà ce qu'on voit, donc... l'afficheur qui tient ses promesses, voilà. Oh, c'est beau, hein. Magnifique, moi, j'aime bien. Magnifique campagne. C'est un buzz incroyable. Incroyable campagne. Alors, évidemment, les féministes, genre Gisèle Halimi, Yvette Roudy, s'en mêlent, disent que c'est un scandale. Il y a même des endroits des villes où on colle des papiers sur les fesses. C'est mignon. C'est mignon, en même temps. Il y a une grosse polémique. Finalement, pour une campagne qui aura duré 10 jours, c'est extraordinaire. Et c'est une histoire qu'on étudie toujours dans les écoles de communication, parce qu'avec très peu d'argent, ils sont arrivés à faire un événement national. Voilà.
Alors, quand la campagne sort, en fait, vous êtes en train de méditer en Ariège, sans électricité, sans téléphone. Vous êtes prévenu, en fait, par un télégramme. Oui. La bouqueuse qui vous demande de revenir immédiatement à Paris. Toute la presse parle de toi, toutes les radios parlent de toi, donc voilà. Et je n'ai jamais vu les affiches, moi. Ouais, ah oui. Ah oui, j'ai jamais vu la vraie affiche énorme, je ne l'ai jamais vue. Ah oui. Et voilà, donc j'ai dû rentrer à Paris. Alors là, évidemment, quand vous arrivez à Paris, il y a des demandes d'interview de tout le monde, mais vous refusez de faire de la télévision, vous ne faites que de la presse et de la radio, pour éviter d'être emmerdé. C'est malin, ça. Si, je voulais pas qu'on me reconnaisse. Ouais. Alors là, les propositions les plus saugrenues pleuvent. Paul Naref, qui évidemment, lui, s'était montré cul nu sur une affiche, donc il vous dit pourquoi on ne fait pas un coup ensemble. Yves Simon, qui vous propose d'écrire un livre. En fait, vous comprenez assez rapidement que c'est pas juste pour écrire un livre. Et même Patrick Sabatier vous prend dans une émission de télé. Projet de télé, je ne sais pas ce que c'était, il m'en a jamais parlé, en fait. Oui. Alors là, il y a un réalisateur de cinéma qui s'appelle René Ferré, qui est très connu, qui veut faire un film avec vous, Une vie de Maupassant. Il dit, ou je fais le film avec toi, ou je le fais pas. Le tournage doit démarrer le 16 août. Ça tombe mal parce que vous aviez prévu une retraite. Vous lui demandez de repousser le tournage. Il dit, non, mais ça va pas, on va pas repousser le tournage pour ta retraite. Mais vous tenez bon, hein. Vous dites, j'ai raccroché, la page était tournée quand même. Hein. Pour moi, c'était très clair que le sens de ma vie et la pratique spirituelle vers laquelle j'étais en train de m'élancer était beaucoup plus importante que tout le reste. Et c'était tellement important pour moi que je pensais, si je meurs demain, je ne veux pas être en tournage, je veux être en retraite. Vous n'avez jamais regretté ça? Non, jamais, au contraire. Je suis de plus en plus contente. Alors voilà, c'est un livre que je recommande. Ça s'appelle La voix qui danse par Yuma Moudra, puisque c'est votre nom désormais. Et c'est publié chez François Bourin. Vous êtes une publicité vivante pour le bouddhisme, hein, parce que vous avez une telle... comme ça... Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.